Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, heureux de vous savoir à l'écoute et de vous retrouver autour de moi. Une invitée par notre Valérie qui est là ce soir avec nous. Bonsoir Valérie. Bonsoir, alors on parlera de Violette & Co, la fameuse et la merveilleuse librairie. Alors on va en parler de la librairie au passé, mais à l'avenir, ouais. Et c'est Loïse qui est notre invitée. Bonsoir Loïse, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonsoir, merci beaucoup de nous avoir invités. Merci en tout cas d'être là. Elle va régulièrement, bien sûr, chez Violette & Co, mais aussi dans toutes les librairies de Paris. C'est bien sûr Annabelle qui est là avec nous ce soir pour une chronique différente des autres. Ça va Annabelle? Oui, bonsoir à toutes et tous. Ce soir, c'est une chronique santé. Être LGBT+, c'est aussi devenir un jour une personne âgée. Tel sera le sujet ce soir. Et tu as bien sûr pensé à moi, mais aussi à d'autres personnes qui nous entourent ce soir. Effectivement. Bonsoir cher Antoine, comment ça va? Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Alors ce soir, ce sera, je vais vous parler d'une identité sexuelle assez trouble, celle de William Shakespeare. Ça va être passionnant tout à l'heure. Éric Garnier, bonsoir. Un roman ce soir. Oui, tu vas nous dire vraiment s'il a existé réellement, parce que c'est toujours... Tu parles de Shakespeare? Oui, ouais. Bon, on dit qu'il n'a pas existé, que ses pièces ont été écrites par d'autres, et que, bon, s'il a existé, il n'était pas forcément homo du tout, enfin bon, bref. Donc Shakespeare, c'est toujours un mystère, voilà. Ah bah écoute, j'espère que je vais lever une partie du mystère. Alors moi, je parlerai d'un roman d'une jeune... auteure tunisienne, voilà, un excellent premier roman qui s'appelle Valse des silences. Pas Manuel Valls, hein, ce pauvre type qui essaye absolument de se remettre comme député des Français de l'étranger. Non, non, à Barcelone. Une vraie valse. Une vraie valse. C'est bien parce qu'Éric Garnier, il a déjà pris 1 minute sur sa chronique. Je plaisante. Et il fout à plat celle des autres. Hein. Ouais. Non. Alors, ceux qui réalisent l'émission ce soir, eh bien, c'est le retour d'Émy quand même. Comment ça va, Émy? Ça va très bien, et toi? Merci, Émy, d'être là. Attends, je règle le micro parce que Nathan est tellement grand. Ouais, il est tellement grand et Nathan va prendre la parole et le micro qui est toujours là, fidèle à l'émission. Bonsoir, Nathan. Bonsoir Brahim et bonsoir à tous, chers amis auditeurs et chères amies auditrices. Ce soir, on a une sacrée émission comme vous pouvez le voir. Et puis du coup, sans plus tarder, laissons place à l'émission. Merci de rester avec nous. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et nous sommes avec Christophe Martet de Comity. De Christophe, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir Brahim, ça va très bien et bonjour à toutes et tous. Merci. Alors l'actualité chez Comity, alors on va démarrer avec le quartier du Marais qui disparaît petit à petit malheureusement. Et oui, et c'est vrai que petit à petit, on parlait de librairie, enfin bon, la Violette & Co n'est pas dans le Marais, mais en tout cas les mots à la bouche avaient fermé, beaucoup de bars ont fermé et j'ai interviewé la semaine dernière Bernard Bousset, donc une figure quand même historique du Marais puisqu'il avait créé un des tout premiers bars sur la rue avec terrasse, un bar gay qui était donc l'Open Café, hein, et qu'il a vendu en début d'année parce que voilà, il voulait s'arrêter et malheureusement ça va être acheté par sans doute une marque puisque maintenant le Marais c'est que ça, hein, c'est que des marques de luxe qui veulent s'installer. Et bon, c'est un peu dommage pour le quartier et en même temps c'est la dure réalité du marché immobilier à Paris, hein, surtout, hein, qui a pas malheureusement qui a chassé les classes populaires, les classes moyennes du centre. Donc amené à nous déplacer. La fermeture de l'Open Café est symptomatique de ça, quoi. Ouais, effectivement. On passe au VIH et à la sérophobie, Christophe. Oui, tout à fait, puisque le 30 avril dernier, Aide organisait sa deuxième journée contre la sérophobie. Donc, je pense que j'ai pas forcément besoin d'expliquer de quoi il s'agit, c'est-à-dire le rejet finalement des personnes séropositives, hein, et qui peut être très fort encore dans certains pays, mais aussi en France. On le voit par exemple dans les appels de rencontres gays, où il y a toujours ces interpellations, genre est-ce que t'es clean, qui est juste horrible, quoi, parce que ça veut dire que les personnes séropos ne sont pas propres, ne sont pas clean. Donc Aide voulait alerter
avec rendre public, rendre visible ces discriminations qui peuvent aussi être importantes au travail ou dans les rapports sociaux. Donc, on avait toute une série de témoignages sur justement ces discriminations liées à la séropositivité. Ouais. Tu vas nous parler maintenant de la mort d'un militant LGBT à Athènes, Christophe. Alors oui, Zacharias Kostopoulos, qui avait été roué de coups il y a maintenant 5 ans, 4 ans, en 2018. Il était mort à l'âge de 33 ans. Et les deux hommes qui étaient à l'origine de ces coups qu'il avait tués ont écopé de 10 ans de prison chacun. Ouais. Mais depuis, la communauté LGBT et les associations des droits de l'homme, les organisations des droits de l'homme, donc Amnesty, la Ligue grecque des droits humains, se sont quand même élevés sur le fait que les policiers qui sont venus en fait sur le lieu du crime, et qui eux-mêmes n'ont rien fait pour protéger Zacharias Kostopoulos, eux n'ont rien eu comme peine, et donc les associations s'insurgent contre cette immunité de la police, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans le petit état d'Eswatini, si je prononce bien? Eswatini, ouais. Oui, tout à fait, tu prononces bien. Qui est un petit royaume, une dernière monarchie absolue d'Afrique, qui en fait refuse tout à fait de reconnaître et d'aider les associations LGBTI. On sait que le sud du continent africain est quand même un peu plus évolué, notamment l'Afrique du Sud, mais là-bas, dans ce petit pays, le roi et son gouvernement, en tout cas, ont décidé de ne pas aider et de toujours proscrire l'homosexualité. Donc, c'est vrai que c'est un pays où l'arbitraire continue en plus, pas uniquement contre les personnes LGBT en fait. Qui est Karine Jean-Pierre? Alors Karine Jean-Pierre, c'est une femme originaire d'Haïti, née aux Antilles françaises, mais qui est maintenant américaine. Et en fait, c'est une femme noire, lesbienne, et qui est la première porte-parole noire et lesbienne de la Maison Blanche. Donc c'est quand même un symbole important, c'est quand même quelque chose de très important, puisque le poste qu'elle occupe, porte-parole de la Maison Blanche, c'est pas rien. Et comme elle le disait elle-même il y a quelques années, en 2018, je suis tout ce que Donald Trump déteste. Parce qu'effectivement, elle est quand même donc une femme noire et lesbienne, ça fait beaucoup pour Donald Trump, mais visiblement c'est ce que voulait aussi Joe Biden. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, on a vu que il a tout de suite placé les droits LGBT un peu en tête de son agenda, en tout cas de communication. Après, on verra dans les faits, mais dans les faits aussi, il a quand même essayé de faire des choses, même si les États-Unis, c'est une terre de contraste, comme dirait le cliché, mais en tout cas, on voit que c'est un pays où malheureusement, beaucoup d'États conservateurs mettent en place des lois extrêmement homophobes, extrêmement LGBT-phobes, interdisent des livres... Eric, ça va lui parler, je pense, Eric Garnier, interdisent des tas de livres LGBT dans les écoles, interdisent que les personnes trans puissent faire du sport. Donc, c'est vrai que c'est un pays à la fois très libéral et en même temps, on voit avec des grosses difficultés quand même pour les minorités. Aux États-Unis, de nombreuses manifestations dans la rue. De quoi il s'agit, Christophe? Ben voilà, parce que justement, on parle des États-Unis, on y reste, parce que on a vu que la Cour suprême, en tout cas un brouillon, avait révélé que la Cour suprême était peut-être en train de remettre en cause l'avortement, ce droit des femmes à l'avortement. Et beaucoup de gens pensent, les analystes pensent que peut-être le prochain droit sur la liste, ce serait le droit des personnes de même sexe à se marier. Il faut juste rappeler qu'aux États-Unis, c'est ce fameux 14e amendement qui définit un petit peu tout ce qui est les droits à la vie privée, etc. Et tout le monde a toujours dit que ces droits-là étaient finalement assez fragiles, parce que bon, la vie privée c'est une chose, mais il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'amendement qui dit c'est pas une loi, c'est une jurisprudence à chaque fois. C'est-à-dire des gens ont porté l'affaire devant la Cour suprême, ça a été le cas pour l'avortement, ça a été le cas pour le mariage. On leur a dit, bah oui, il n'y a pas de raison, effectivement, que l'État s'immisce dans votre vie privée comme ça. Et bon,
on met en place la loi pour le mariage, la loi pour l'avortement. Mais voilà, c'est pas la loi, quoi. C'est des jurisprudences. Donc ça peut être retourné. On reste Malheureusement, toujours, c'est en train de se passer. Et tout peut basculer à tout moment, effectivement. Et ça, Ça il peut faut vraiment basculer. suivre ça de près. Merci, Christophe. Alors, on reste toujours aux États-Unis. Alors, les jeunes LGBT pensent de plus en plus au suicide. Ben, malheureusement, oui, c'est vrai que c'est un sondage du Trevor Project auprès de 34 000 jeunes de 13 à 24 ans qui s'identifient comme LGBTQ et qui montre que 45% d'entre eux et d'entre elles ont sérieusement envisagé une tentative de suicide en 2021. Donc c'est un chiffre énorme en fait, puisque les taux de suicide sont très très importants. Et non seulement ils sont importants, mais le directeur du Trevor Project estime que ça s'est aggravé ces dernières années. Peut-être en lien aussi avec la crise du Covid, puisqu'on sait que ça a beaucoup fragilisé les plus jeunes d'entre nous. Mais voilà, donc c'est vrai que ça reste quand même une dimension du vécu des personnes LGBT que de se sentir rejeté, discriminé et d'être poussé parfois, même poussé au suicide, par le fait de harcèlement scolaire, par le fait de harcèlement de son entourage. Voilà, et je rappelle effectivement que la crise du Covid n'a rien arrangé. Et on sait aussi que les personnes trans et non-binaires sont peut-être encore plus touchées par ce phénomène. On ne dit jamais suffisamment, effectivement. Tout à fait. Et tu vas terminer, Christophe, par une conférence organisée par la ILGA World. De quoi il s'agit ? Oui, l'ILGA World, donc International Lesbian and Gay Association, organisait sa conférence fin avril, début mai, toujours aux États-Unis, à Long Beach, près de Los Angeles. Et c'était à peu près 600 représentants LGBTI+, qui participaient à cette conférence, donc sur les droits LGBT. Et leur déclaration, si je puis dire commune, de conférence, c'est de dire que les membres de la communauté LGBTI sont quand même de plus en plus confrontés dans le monde à une recrudescence d'actes hostiles qui les prennent pour cible. Et ça, c'est vrai que c'est devenu un peu malheureusement, on pense que on va vers le progrès, et là, pour le coup, beaucoup constatent que dans beaucoup de pays, on l'a vu en Europe, en Hongrie, en Pologne, les discours homophobes, les discours haineux, les discours qui remettent en cause les questions de genre, etc. Et ça va avec la remise en cause de l'avortement ou la remise en cause du droit des femmes. Eh bien, c'est des discours qui prennent racine, entre guillemets, dans certains pays. Et c'est ça que ces représentants ont dénoncé. Donc d'où le combat, il faut absolument chaque fois le mener, comme on fait chaque lundi soir à Homo Micro, et grâce à notre podcast. Un petit tour de table, et je vais demander à mes amis du soir de revenir sur un peu l'info Committed, et qu'est-ce que vous avez retenu. Notre invité, d'ailleurs, Loïse, qui est... tu as entendu parler du collectif Violet & Co. Certainement, vous avez dû faire des choses, vous allez peut-être vous rapprocher d'eux. On a déjà Stephen, qui travaille aussi à Committed, avait interviewé, alors je ne sais pas si c'était Loïse, mais en tout cas quelqu'un du collectif, mais on aimerait bien continuer à parler de ce projet. Loïse, qu'est-ce que tu as retenu de l'info de ce soir évoquée par Christophe ? Le mal-être des jeunes personnes LGBT. Et c'est pour ça qu'on est en train de reprendre Violet & Co. C'est parce qu'on a besoin de lieux dans lesquels on peut se retrouver, dans les lieux dans lesquels on peut retrouver des représentations. On peut parler de nos mal-être, et on peut parler aussi de nos joies. Et voilà, donc on espère que ce sera un lieu de bien-être et de souffle un petit peu pour la communauté. J'espère, et ce sera bien sûr sûr. Annabelle. C'est la news symbolique avec la porte-parole aux États-Unis, le porte-parole de la Maison-Blanche, noire et lesbienne. C'est quand même incroyable, formidable. Un joli, une claque à Trump. C'est classe. Valérie ? Eh bien, écoute, moi, je me remets toujours pas quand des personnes LGBT sont rouées de coups, qui plus est par la police, et au cœur de l'Europe, dans l'Union européenne, en Grèce. Voilà, donc ça m'interpelle. C'est ce genre de sujet, des fois, moi, qui me donne envie d'écrire et de nous mettre en visibilité, qui me révolte. Merci à vous trois.
Surtout, abonnez-vous à Committed. Comment ça se passe? Et rappelle-nous le site internet aussi, Christophe. Committed.fr, toujours. Et l'accès aujourd'hui, c'est un accès, je veux dire, à la carte. On peut s'abonner, on peut s'inscrire pour consulter le site sur une journée, sur 30 jours. Voilà, c'est plus tout à fait comme une forme d'abonnement comme avant, mais en tout cas, il y a toujours... La plupart du contenu est gratuit de toute façon, et les archives peuvent être consultées aussi à travers ces formes d'inscription. Voilà. Merci Christophe, rendez-vous au mois prochain. Merci à vous, bravo, belle émission encore. Merci. Et je suis ravi de pouvoir participer, et merci encore. Et nous également de t'avoir à chaque fois. Merci, et à très très vite. On ira prendre un dernier verre à l'Open Café. Yes, absolument. À très vite, Christophe. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Homo Micro, l'invité du jour. Avec notre amie Valérie Beau, l'invité du jour, et tu écris le nom de Violette & Co. Et donc, je vais nous rappeler un petit peu l'histoire de la librairie, qui est une librairie pionnière, première librairie française, spécialisée dans les questions féministes, lesbiennes, LGBTQI+. Le 12 février dernier, après 18 ans d'existence, la librairie a fermé ses portes en raison du départ à la retraite de ses fondatrices, Catherine Florian et Christine Lemoine. Ouverte en 2004, Violette & Co, c'était plus qu'une librairie, c'était un laboratoire littéraire et artistique, un lieu de partage. La célèbre mezzanine accueillait des expositions et des soirées littéraires, le plus souvent bondées. Lorsque l'on demande à Christine Lemoine quelles ont été les rencontres les plus marquantes de Violette & Co, elle répond « Il y en a tellement. On a organisé 1 à 2 rencontres par semaine pendant 18 ans. Je me souviens de Judith Butler en 2006. L'affluence était telle que tout le monde n'a pas réussi à rentrer dans la librairie. Sont venus aussi Benoît Groult, Gisèle Halimi, Michel Perrault, Virginie Despentes, Alison Bechdel, Chantal Ackerman, Chloé Delhomme, etc., etc., etc. Christine nous raconte ce dont elle a été le plus fière. Avoir tenu notre ligne initiale, à la fois littéraire et engagée, ainsi que pluraliste, en présentant toutes les tendances du féminisme et en accueillant tous les styles de littérature. Avoir persévéré et constaté que tant de personnes s'y reconnaissaient et s'y sentaient chez elles. Avoir ouvert la voie avec une librairie à la fois féministe et LGBT+, ce qui n'existait pas en France, et rarement ailleurs, je crois, avant Violette & Co. Violette & Co, plus qu'une librairie, c'est un état d'esprit. Une librairie qui soutient les écrivaines et accepte en dépôt des livres que l'on ne trouve pas ailleurs parce qu'issus de petites maisons d'édition. Et si les librairies comme Violette & Co et Les mots à la bouche n'existaient pas, de nombreux textes, écrivaines et artistes seraient effacés, n'entrant pas dans la case des grands réseaux. Il faut le savoir, le domaine de l'édition est dominé par de grands groupes, autant pour la publication que pour la distribution. J'en témoigne pour l'accueil réservé à mon premier roman, toujours proposé 2 ans plus tard, Violette & Co et Les mots à la bouche. J'étais présente à la dernière soirée Violette & Co, où le livre « Aimer, c'est écrire » et vice-versa. Violette l'éduque passionnément sur la genèse d'une œuvre et les effets de la censure. Une étude de Catherine Violet, présentée à Nosté par Anaïs Franz aux éditions X, qui seront d'ailleurs nos invités le 6 juin prochain. C'était une soirée chargée d'émotions, mais ce n'était pas triste. Nul deuil. Votre projet, votre énergie, c'est l'histoire qui continue, autrement, une nouvelle génération de femmes libres à soutenir les plumes féministes, lesbiennes, LGBTQI+, à tous les temps. Alors bravo, déjà bravo et merci pour cet élan vital à faire vivre la librairie Violette & Co. Ce sera ailleurs, ce sera autrement, avec cet état d'esprit fondateur et de liberté, je n'en doute pas. Alors Louise, à toi la parole. Ça m'interroge dès que j'ai entendu que le collectif, effectivement, se crée. D'après ce que je crois, vous n'êtes pas à l'origine des professionnels du livre, de l'édition en tant que tel. Racontez-nous comment s'est passé, je veux dire, ce déclic un peu fou pour partir à cette aventure et qui sont les aventurières. Alors, en effet, ça a été un petit peu fou et extrêmement rapide. Comment dire ?
À l'origine, on était 2, donc avec une autre membre du collectif, Léa. Ça faisait un petit moment, depuis 2019, qu'on suivait cette histoire de potentielle fermeture de Violet & Co, en tout cas du départ à la retraite de Catherine et Christine. Et on avait entendu dire qu'il y avait des repreneuses, donc on ne s'inquiétait pas trop, jusqu'en janvier 2022. On a reçu la newsletter de Violet & Co qui disait que la librairie allait fermer définitivement. L'info a été relayée sur les réseaux sociaux et nous, on s'est rencontrés aux archives lesbiennes. On est très engagés dans la préservation de la culture lesbienne et dans sa visibilisation. Et on s'est dit en fait que c'était pas possible. Et comme on avait toutes les deux travaillé dans l'édition, on se sentait une responsabilité de maintenir cette librairie. Et donc, c'est allé très vite. On a reçu l'info. 1 heure plus tard, on s'envoyait un message en disant « on peut pas laisser faire ça ». On crée une coopérative, on lance un crowdfunding, on fait tout ce qu'on peut. 2 jours plus tard, on est allé voir Catherine et Christine à la librairie. On leur a présenté notre projet, du coup, de librairie, café, coopérative pour la reprise. Tout à fait. Ouais, c'est 2 aspects qui vont être développés, qui n'étaient pas présents dans la librairie initialement. Et elles nous ont pas trop prises au sérieux parce qu'elles avaient énormément de personnes qui leur proposaient des projets presque chaque semaine et que ça donnait pas suite. Et on était déterminés, donc on a monté un dossier assez conséquent avec toute une présentation de notre projet, des plans de financement, de communication, nos soutiens, etc. On allait voir les mots à la bouche pour avoir des conseils. On allait voir aussi le Bonjour Madame, la mutinerie et voilà, donc on a lancé ça fin janvier. On leur a envoyé le projet, on a lancé une campagne de promesses de dons parce qu'on voulait faire un crowdfunding pour voir quel soutien on allait possiblement avoir, et il y a plus de 1500 personnes qui ont répondu. Et les promesses de dons étaient à hauteur de 100 000 €. Donc on s'est dit, c'est possible en fait qu'on puisse faire ce projet, parce que nous on n'avait pas d'argent à y mettre, parce que voilà, on est assez jeunes. Et voilà, on a eu un 2e rendez-vous avec Catherine et Christine. Ça s'est extrêmement bien passé, on s'est très très bien entendu. 2 jours plus tard, elles nous disaient qu'on était les repreneuses, et depuis ça, je crois que c'était le 26 janvier, et depuis on travaille d'arrache-pied quotidiennement. Et d'autres personnes se sont greffées au groupe du milieu du livre, milieu associatif et milieu artistique. Donc maintenant on est 6 et on travaille tous les jours là-dessus. Et donc ça, c'est à temps plein, où vous avez des activités par ailleurs professionnelles, non ? On avait toutes des activités professionnelles à côté au début, et là, petit à petit, on est en train de se désengager. On travaille bénévolement sur la reprise, à côté de nos jobs. Certaines d'entre nous, comme moi, avons quitté nos jobs pour travailler à temps plein là-dessus. Et voilà. Ouais. Et alors, pourquoi ce goût du risque, quelque part ? Parce que il faut le faire quand même, quitter son job pour se lancer dans une aventure où on ne sait pas où ça va nous mener, mais j'espère pour vous ça va être du positif, et certainement que oui, mais dis-nous un peu. C'est cette réalisation de... je suis bénévole aux archives lesbiennes depuis 1 an et demi à peu près, et j'ai vu j'ai découvert là-bas tellement de lieux lesbiens qui avaient existé à Paris ou ailleurs en France, et dont j'avais absolument jamais entendu parler, et dont il était extrêmement difficile d'avoir la trace à part aux archives lesbiennes. Donc je me suis dit, et on s'est tous dit, parce qu'on est toutes plus ou moins engagées aux archives, que c'était pas possible de laisser faire ça en fait. C'était vraiment un sursaut de c'est pas possible, et si personne le fait, en fait, on va le faire. Ouais. Bravo en tout cas. C'est formidable, parce que c'est l'histoire finalement qui pousse en rebond l'avenir. Bon, et je suis archiviste aussi, il faut le dire. Je trouve ça passionnant. Parfois, les archives, on dit l'histoire, les vieux papiers, etc. Mais non, c'est là la preuve que c'est aussi projet d'avenir. Et donc, vous en êtes où ? Comment ça se passe dans l'avancement du projet ? Vous avez un financement déjà qui est engagé ? Tout à fait. Alors, on a une campagne de financement participatif sur Hello Asso qui s'appelle Ensemble réouvrons Violet & Co, sur laquelle tout le monde peut faire des dons du montant de son choix. Et là, on a plusieurs paliers dans cette campagne. Un premier palier qui a été dépassé, qui constituait le rachat du fonds de commerce. Donc, on a racheté le fonds de commerce de Violet & Co le 31 mars dernier.
Puis ensuite, on avait un deuxième palier pour les frais qui allaient constituer la recherche et la location et les travaux pour le nouveau local, puisqu'on ne restera pas malheureusement rue de Charonne. Le bâtiment a été racheté et va être en travaux pendant 2 ans, donc le local a été rendu le 31 mars également. Troisième palier qui a aussi été dépassé pour rémunérer, pour nous rémunérer comme on a quitté notre job pour travailler dessus pendant les premiers mois avant que le commerce rouvre. Et là, on a le plus gros palier qu'on est en train d'essayer d'atteindre, qui est la reconstitution du stock de livres. Un gros palier. Et pour réouvrir Violet & Co, il nous faut atteindre 150 000 € avant le 4 juin. Donc j'invite toutes les personnes qui entendent cette chronique à nous aider. D'où l'extrême motivation, je dirais presque l'urgence de vous inviter. C'est facile, on tape sur le moteur de recherche Hello Asso. Ah oui. Si on tape Violet & Co, c'est la première chose sur laquelle on tombe, la campagne de financement participatif Hello Asso, Ensemble réouvrons Violet & Co. Et sinon, il est aussi possible, en nous contactant par mail, de faire des dons par chèque ou par virement pour les personnes qui sont un peu frileuses et qui ne sont pas à l'aise avec le fait de donner de l'argent sur Internet. Donc, on peut nous contacter à violetandcoop, COOP, @gmail.com. Et donc, vous êtes dans la lignée, enfin, je veux dire, avec ce même élan de soutenir, pareil, le même style, enfin, l'ouverture de la diversité lesbiennes, féministes, LGBT+. Et vous avez des envies de faire des choses. Vous avez dit un café, quelque chose en plus. Pouvez nous en dire plus ? Oui, alors pour nous, c'était une évidence. Enfin, il y avait plusieurs évidences, en fait, quand on a commencé à réfléchir à la reprise de Violet & Co. Déjà, Violet & Co, c'est un lieu extrêmement important, emblématique, pour énormément de féministes, de personnes lesbiennes principalement et de personnes LGBT. Et c'est un lieu un peu de passage, comme c'est une librairie, c'est pas un lieu dans lequel on peut rester et s'installer. Ça nous tenait à cœur d'en faire vraiment un lieu de sociabilité dans lequel on puisse rester un peu plus longtemps, prendre un café, discuter, se rencontrer. Et aussi, on manque énormément de lieux lesbiens, par exemple, à Paris, et de lieux lesbiens en dehors des établissements de nuit. Et donc, on voulait créer un café, un lieu sans alcool, un lieu calme, dans lequel les communautés LGBT, lesbiennes, féministes puissent se rencontrer. Donc, ça permettrait aussi une plus grande accessibilité à des personnes qui ne souhaitent pas boire d'alcool, qui sont dérangées par le bruit qu'il peut y avoir dans les bars ou les boîtes de nuit. Donc voilà, ça c'était très important. Et également le deuxième aspect, c'est l'aspect coopératif. Donc nous, notre projet, c'est vraiment un projet collectif, parce qu'on est un collectif, on est 6 personnes, on est 6 femmes féministes, lesbiennes, à travailler sur le projet. Et on est soutenu par beaucoup d'associations, beaucoup de lieux avec lesquels on travaille, qui nous ont énormément conseillé. On a reçu un véritable soutien de toute la communauté, et ça, c'est super. Et donc, cet aspect de coopérative, on voulait, dans cette société capitaliste, trouver une structure qui nous permette au mieux de créer un commerce en adéquation avec nos valeurs. Et du coup, le statut de coopérative faisait vraiment sens. C'est une structure dans laquelle le capital appartient aux coopératrices, aux personnes qui travaillent dans la librairie. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de patron, il n'y a pas de président, de directeur, de directrice. Toutes les décisions fonctionnent au vote sur le principe de une personne égale une voix, peu importe ce que la personne a apporté au capital. Donc voilà, c'est des principes de décision collective et d'horizontalité qui nous tenaient vraiment à cœur pour pouvoir respecter les valeurs de cette librairie. Bravo. Écoutez, on s'engage et on a très envie de continuer à donner des nouvelles. Donc, lorsqu'il y aura un avancement, de tenir au courant les auditrices et auditeurs. Et puis, voilà, d'annoncer l'ouverture, vos événements. C'est vraiment pour nous très...
très enthousiasmant et voilà, il y a en tous les cas, tout notre soutien de l'équipe. Effectivement, on viendra faire un enregistrement. On sera ravis. De votre librairie. On vous proposera par la suite une intervention une fois par mois où ce sera un peu les coups de cœur de Violette & Co. Où vous nous présenterez des livres par téléphone ou en direct. Ce sera un plaisir de vous avoir. Avec immense plaisir. Merci d'avoir répondu à l'invitation et tu restes avec nous pour la suite de l'émission ? Tout à fait. Merci. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Et là, notre cher Nathan qui va nous proposer le premier morceau musical qui doit certainement concerner, je vais dire, Antoine Duvignal et peut-être même Éric Garnier, je crois. Le titre de l'émission, du morceau, c'est Alors, je vais pas dévoiler tout de suite le nom du morceau et je vais pas non plus tout de suite dévoiler, on va dire, le nom de l'artiste. Je vais surtout, en fait, parler d'abord d'un événement qui a eu lieu, c'était lundi dernier. C'était le soir, et il me semble que c'était juste, ou alors c'était même en même temps qu'Homo Micro. Ouais. Il y avait Thierry Ardisson qui a fait une émission où il a ranimé les vieilles figures. Et forcément, il y avait une personne qui l'a ranimé, qui était Dalida. J'ai regardé cette émission, je l'ai revue en replay donc, hier. Et honnêtement, ça m'avait bluffé déjà, par la capacité qu'ils avaient à ranimer la personne. Le fait déjà de prendre une actrice et ensuite qu'elle puisse aussi jouer le rôle de Dalida. Le rouler les airs comme elle le faisait. Il y avait même son frère qui était témoin de l'émission qui a dit « c'est incroyable, je croyais vraiment entendre ma sœur ». Donc c'est pour ça que c'est vraiment très impressionnant. Et ensuite, derrière, la technologie qui a été utilisée pour coller l'image de Dalida et la faire parler comme si justement Ardisson était, comme si elle était encore vivante et que Ardisson avait exactement le même âge, c'est vrai que c'est incroyable à voir. Moi, j'ai vu les 10 dernières minutes de l'émission et j'ai été bluffé. J'avais l'impression. Moi, je pensais que je connaissais pas trop le concept. Je pensais que c'était Dalida en face, en fait. Donc, c'était bien une actrice. Oui, c'était une actrice qui a été utilisée pour l'émission. Et c'est vrai que c'est très bluffant. C'est quelque chose qui est incroyable. C'est bien vu de la part d'Ardisson. Voilà. Et donc, du coup, il y a un passage dans l'émission qui m'a bluffé aussi. C'est que Dalida, à un moment, pour pouvoir s'exporter, elle a retravaillé une de ses chansons et elle l'a faite dans une langue différente. Qui était du coup le japonais. Et on voit, il y a une séquence où justement elle est en train de discuter avec du coup le compositeur japonais et même l'écrivain japonais où elle lui demande est-ce que j'ai bien prononcé les mots comme il faut, est-ce que c'est la bonne prononciation à ce moment-là. Elle est vraiment en repère avec justement la langue et vraiment à chaque fois ils reprennent plusieurs fois pour avoir la meilleure prise possible. Et donc cette chanson-là, du coup, c'est forcément... Il venait d'avoir 18 ans, mais au fait, la version japonaise m'a plu énormément parce qu'en fait, ça a prouvé aussi à quel point en fait, elle s'est ouverte au monde et à quel point aussi elle a eu le Japon aussi, qu'elle a commencé à l'admirer. Et donc c'est pour ça que du coup, on s'écoute tout de suite. Il venait d'avoir 18 ans de Dalida, mais en version japonaise.18の彼はどこか幼くていい男私の心に愛が燃えたのは夏の日よ髪の毛直してマスカラつけると笑う彼可愛いこの人私は弱くしてみたい18の彼は愛の言葉など一言もそして映画やら新しい歌の話だけそれよりも早くあなたが欲しいと言うのです素晴らしいねどこ私の上には青い空18の彼はうぬぼれ強くて
若さだけ洋服着た時私は寂しさに泣いていたこうしてこのまま離れたくはないそれなのに平気な顔してあの人は言ったさよなら髪の毛直してマスカラつけるの癖なのよ年の開きなど忘れていたのねHomo Micro, le cercle des chroniqueurs. Il venait d'avoir 18 ans, comme nous tous autour de cette table, et elle a moins de 18 ans, et pour sa chronique Santé pour Yel, Annabelle. Bonsoir Annabelle. Bonsoir à toutes et tous. Alors on va parler seniors ce soir. Donc l'espérance de vie augmente et nous sommes de plus en plus nombreux. Il va falloir trouver des solutions rapides, humaines, solidaires, financièrement accessibles et viables pour assurer une vie décente aux seniors présents et futurs. Et si être vieux c'est compliqué, être senior LGBT+, ça l'est encore davantage. Pour commencer, un point sur les rares données statistiques qui existent sur le sujet. D'après un rapport réalisé en 2013 par AIDS, SOS Homophobie et le groupe SOS, on comptait 1 million de seniors LGBT+, de plus de 60 ans, dont 65% vivaient seuls. Nos aînés LGBT+, sont davantage victimes d'isolement que leurs homologues hétéros, en raison de ruptures familiales causées par les LGBT-phobies, sans enfants pour 90% d'entre elles et eux. Il y a aussi le facteur pauvreté. L'épidémie de VIH a contribué notamment à cette situation de précarité pour les 20-30 ans des années 80. Carrière écourtée, petite retraite, pas d'épargne constituée. Enfin, s'ajoute à ces multiples peines l'invisibilité. Une stratégie pour se protéger des jugements et ou des discriminations LGBT-phobes. Et c'est ainsi qu'un cercle vicieux s'instaure. Non visible, perte d'estime de soi, auto-isolement. Et quand se rajoute la perte d'autonomie, c'est la cata. À quoi bon vivre ? Vous allez me dire, il y a l'infirmière à domicile, l'aide ménagère, la livraison de repas à domicile. Ça fait de la compagnie, ça fait du monde à voir. Oui, mais non, une personne senior n'est pas qu'un numéro de sécurité sociale à 15 chiffres, à nourrir, à maintenir propre dans un environnement salubre. Il y a aussi tout ce qui rend la vie agréable d'être vécue. Solidarité, bienveillance, amour, sexualité, culture, être en présence de gens choisis. Tout cela pimente la qualité de vie d'un senior, pour rester vivant, et envie de rester vivant. Alors en France, a-t-on pris le sujet à bras-le-corps de cette problématique senior et LGBT+. On est en mode diesel sur le sujet, comparé aux USA et nos proches voisins européens qui ont déjà mis en place des maisons de retraite LGBT depuis une vingtaine d'années. En effet, en 2006, l'association L'Autre Cercle a établi une charte d'engagement sur le vieillir LGBT. Mais il faudra patienter 2013 et 2017 pour que les EHPAD privés s'intéressent au sujet et signent cet engagement. Autre organisation, Grey Pride, collectif associatif depuis 2016 qui revendique le droit de pouvoir vieillir dans l'habitat de son choix et de pouvoir vivre et vieillir avec une famille affinitaire. Francis Carrier, le président fondateur, rappelle que la vieillesse et l'isolement concernent tout le monde, au-delà de la communauté LGBT+. C'est comme cela qu'en juin 2021, la ville de Paris a mis un logement social à disposition de Grey Pride et l'association Basiliade pour installer la première colocation pour seniors LGBT+, dans la capitale. Depuis fin 2021, le collectif Grey Pride a mis en place aussi un label Grey Pride Bienvenue pour les EHPAD désireux et volontaires de s'engager pour une meilleure qualité de vie des seniors. Créé sur la base de l'invisibilité LGBT+, ce label concerne tous les seniors, quelle que soit leur orientation sexuelle et identité de genre. Le principe de la démarche est simple. Formation initiale du personnel, signature d'une charte, nomination de référents, mise à disposition d'outils d'animation et une ligne d'écoute Grey Pride. Autre association, les audacieuses et les audacieux. Outre les moments conviviaux, ateliers prévention pour les seniors et des sensibilisations en gérontologie sur la question des seniors LGBTI, leur prochain projet est l'ouverture d'une maison de la diversité à Lyon en 2024. Première maison de retraite pour seniors LGBTI.
Objectif, éviter de retourner dans le placard pour ses vieux jours, comme dit Stéphane Sauvé, fondateur et délégué général de l'association. En pratique, le but est de créer un petit groupe affinitaire de seniors qui se choisissent avant d'entrer dans la maison de la diversité. C'est un immeuble composé d'une dizaine de logements individuels et d'espaces de vie communs mis à disposition par la municipalité de Lyon. Le fonctionnement solidaire de la maison de la diversité peut faire penser à la maison des Baba Yaga à Montreuil, qui n'est pas une maison de retraite, mais un habitat participatif réservé aux femmes de plus de 60 ans, créé par feu Thérèse Claire, féministe de la première heure à la gouaille incomparable. Et si on tire la pelote de l'histoire, la maison des Baba Yaga est tout droit inspirée du Moyen-Âge, avec les béguinages, des espaces clos qui regroupaient des bâtiments communs et des logements individuels où vivaient les béguines, des religieuses. D'ailleurs, l'idée est tellement bonne que des bailleurs sociaux des Hauts-de-France se sont inspirés dernièrement du béguinage pour construire un complexe immobilier accueillant des personnes vieillissantes. Ils sont chacun chez eux, s'entraident, partagent et peuvent bénéficier de soins avec une infirmière à domicile. Le tout avec des tarifs abordables. On devrait regarder aussi ce qui se passe au Danemark. Là-bas, il existe une asso qui regroupe 15% de la population, un véritable lobby senior. Alors évidemment, ça fait 10 ans que l'âge de la retraite est à 67 ans. Les aides-soignants suivent 3 ans de formation, contre 1 an en France. Tout est fait pour que la personne âgée conserve un maximum d'autonomie en habitant chez elle. Soins, services, visites à domicile sont gérés par les services municipaux. Et quand la maison de retraite est inévitable, tout est fait pour conserver encore de l'autonomie. Les seniors sont mis à contribution pour cuisiner, faire la vaisselle, jardiner. Ils font de la gymnastique et aussi possibilité de personnaliser sa chambre. Alors on est d'accord, on a encore une sacrée marge de progression sur le sujet de la gestion des seniors et d'autant plus des seniors LGBT+. Nos modèles, novateurs, encore à la marge, béguinage, maison de retraite LGBT-friendly, label, charte, diversité, inclusion, doivent être portés au plus haut de l'État. Ça doit être une politique nationale généralisée. À quoi pourrait s'ajouter une gestion décentralisée pour davantage d'efficience. Également une cure de rajeunissement et innovation dans les métiers de la médecine des seniors. S'inspirer du Code du travail avec la qualité de vie et conditions du travail et donc légiférer sur l'obligation de mise en œuvre de la QVS, un néologisme que je propose pour qualité de vie des seniors. De bons moyens pour que l'ensemble des parties prenantes, financières incluses, saisissent les enjeux d'une telle démarche gagnante sur le long terme. Car oui, cher président de la République, chers ministres, chers députés et élus locaux, être senior nous guette toutes et tous, que l'on soit LGBT+, ou non. Tekaratsuz et tous. Merci de penser à notre avenir, chère Annabelle. Belle idée, beau projet, un petit tour de table peut-être. Est-ce que vous avez pensé à votre retraite et là où vous vivrez dans plusieurs années? Notre invitée Héloïse. Je suis la plus jeune autour de cette table, je crois. Ça que donc, je donne la première mais en réalité, oui, j'ai déjà pensé. Je sais que ça m'intéresserait bien de rejoindre une communauté lesbienne ou LGBT plus tard. Et j'avais découvert à Bruxelles lors de la Lesbiennale qui avait lieu en octobre 2021, organisée par The European Lesbian Conference, qu'il y avait des projets comme ça en Belgique de création de maisons de retraite LGBT. Et il serait temps que ça voie le jour en France. Ouais. Tu as pensé à tes vieux jours, Valérie? Moi, je me suis dit qu'il faudrait que je sois dans une ville où il y ait un centre LGBT pour rester au contact de la culture et voilà, et la mixité des générations aussi, c'est très important. Ce qui me fait peur dans les maisons de retraite, c'est de rester entre soi. Il y a peut-être aussi des mélanges à faire avec les étudiants, de l'intergénérationnel, de la solidarité. Voilà. Oui. Merci pour cette belle chronique, Annabelle, de penser à nous. Et on reviendra et on invitera aussi les créateurs de ce que tu avais annoncé. Rappelle-nous, c'est Sauvé. Alors, c'est la Maison de la Diversité à Lyon 2024. Ouais. Il y a Grey Pride avec le label. Grey Pride, bienvenue. On aura l'occasion, on les a déjà invités au Bon Micro. Ils reviendront pour nous parler un peu du développement de leur structure. Merci. Et tout de suite, nous allons passer à Eric, mais avant... Au Bon Micro, le cercle des chroniqueurs. Éric Garnier qui va nous présenter un roman, Valse des silences, un roman de Malek Lacal. Alors, Malek, ça fait prénom un peu d'homme, mais en fait c'est une jeune écrivaine d'origine tunisienne qui vit en France, qui est chercheuse et politiste de formation. Et elle écrit un roman qui vous laisse sans voix une fois qu'on l'a terminé. On y respire très difficilement, il est passionnant, mais on sort de là quand même assez sonné.
Alors, cette valse des silences, bon, une valse, c'est un mouvement, aller-retour, etc. Il se trouve que cette valse, elle se danse, si je puis dire, entre Tunis et Paris, Paris-Tunis, Tunis-Paris, etc. Elle est dansée par principalement deux personnages qui sont les plus présents. Ahmed, qui a 17 ans, quitte Tunis pour vivre à Paris et qui va découvrir son homosexualité. Énorme problème dans une famille tunisienne dont le père est ministre. Et il va rencontrer à Paris une jeune femme, Amel, une femme lesbienne, et va se nouer une amitié qui est basée sur le fait que, entre autres, ces silences de la valse, il est impossible, et on s'en rend compte, c'est terrible, ce couvercle qui est posé sur l'homosexualité masculine ou féminine en Tunisie. Voilà. Et pour compléter le tout, Ahmed va contracter le VIH. Donc c'est une narration à plusieurs voix. Ahmed, Amel, la mère d'Amel, une tante. Enfin, il y a quelques personnages qui nous plongent dans cette histoire. Alors, les silences, la valse des silences, c'est ce à quoi sont obligés de se soumettre aussi bien elle que lui. En plus, le silence, quand on est séropositif, vous imaginez en Tunisie, fils de ministre. Silence dit solitude, exil, c'est-à-dire qu'en fait, venir à Paris ou retourner en Tunisie, c'est à chaque fois un exil, hein, dans un sens ou dans l'autre. C'est donc, ce livre est un sévère réquisitoire sur la dureté, l'âpreté des rapports familiaux et humains. Malek Lakal dit à un moment, c'est aux mères qu'il faut demander des comptes. Car en effet, la mère d'Ahmed, vraiment, bon, on le sent, enfin, on voit bien que c'est tout à fait crédible comme portrait. Mais c'est quand même terrible que des mères soient à la fois victimes de leur mari qui la cocufie à tire-larigot, mais elle a une position, elle ne peut pas partir. Et de tous les côtés, on est enfermé. Et donc, il n'y a pas une lueur de joie, de bonheur dans ce roman qui est écrit au couteau. C'est cinglant, c'est tranchant. Et on sort de là, on y croit tout à fait. Et on se désole qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et c'est vraiment un beau livre. Je m'étais dit on pourrait peut-être l'inviter, mais bon, voilà, je viens de le terminer. C'est les mots à la bouche qui me l'ont conseillé. Hein, et voilà, ça s'appelle Valse des silences chez Jean-Claude Lattès. Bravo. Et elle s'appelle Malek Lakal. Et c'est une toute jeune femme. C'est un livre qu'on pourrait... Premier roman. Qu'on pourrait se procurer, Louise, chez Violette Co. Alors, je viens de le découvrir et j'ai pris note. Ah oui. Très bien, tu pourrais donc peut-être un jour aller le présenter à la librairie. Merci, rappelle-nous le titre. Valse des silences de Malek Lakal chez Lattès. Merci Eric. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Avant de finir avec Antoine Duvignal, on passe à la musique, Nathan. Oui, tout à fait. Et pour cette magnifique musique, j'ai voulu prendre d'ailleurs une super musique. J'ai voulu prendre un artiste français qui est très connu, qui s'appelle Jacques Brel. Ouais. Et donc, parce que comme je savais il écrit des très très beaux textes, il y avait un moment où aussi je me disais c'était quelque chose de plus romantique et de plus intéressant. Il y en avait un en fait où justement je vois que Eric il avait mentionné justement c'est la valse des silences. Donc il y a une chanson aussi qui commence avec le mot valse parmi du coup Jacques Brel, et je voulais passer ce morceau parce que forcément déjà c'est quelque chose qui me tient à cœur de représenter, on va dire, ce côté français, et c'est quelque chose qui est surtout très intéressant aussi pour tous les artistes, d'écouter aussi les textes des anciens artistes français, parce que c'est comme ça qu'ils trouvent l'inspiration aujourd'hui. Donc voilà, je voulais diffuser cette magnifique chanson qui est du coup la valse à 1000 temps.
premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure me murmure tout bas. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est 2, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les 2, 1, 2, 3. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure nous fredonne déjà. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps offre seul aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les 3. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure laisse enfin éclater sa joie. Une valse à 3 temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour. Comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. Face aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et on termine cette émission avec notre Jacques Brel, à nous, la vie sentimentale de nos grands hommes, avec Antoine Duvignal, William Shakespeare, 1564-1616. Alors Antoine, pourquoi nous parler de Shakespeare ce soir ? Eh bien, ce cher William a une identité sexuelle assez trouble et qui a beaucoup troublé. Je veux dire, dont la bisexualité a été difficile à accepter et à reconnaître pendant des siècles. Aussi bien de la part des biographes d'ailleurs que des universitaires. En fait, il faudra attendre la fin du XIXe siècle pour qu'un coin du voile pudique qui le recouvrait soit soulevé. On ne touche pas comme ça à un monument de la littérature en l'accusant de sodomie. Et pourtant... Alors peux-tu nous rappeler de quelle famille était Shakespeare ? Alors, tout ce qu'il y a de plus convenable. Il voit le jour en 1564 à Stratford-upon-Avon. Troisième fils d'une famille de 8, père commerçant aisé, notable. Il reçoit une très bonne éducation et fréquente l'université, mais son père a de gros soucis d'argent et le jeune William doit interrompre ses études. Le plus curieux est qu'à 18 ans, il est contraint par ses parents d'épouser une jeune fille de 8 ans son aînée, dénommée Anne Hathaway.
Or, cette chère Anne est enceinte de 3 mois. Ah. De Shakespeare? Ne va pas trop vite, là. Ne va pas trop vite. Alors, a-t-il été obligé de régulariser sa paternité? Cette Anne souhaitait-elle légaliser une aventure avec un autre homme? Il n'y a que des hypothèses à émettre, car impossible de savoir. En tout cas, il l'épouse, donne une identité à l'enfant et a ensuite 2 jumeaux avec la dite Anne. Et là, il a 21 ans. Eh oui, il est fort, hein. 2 jumeaux dont l'un a pour prénom Hammett, ce qui rappelle finalement furieusement Hamlet. Et là, plus de nouvelles. Il disparaît. Eh oui, il disparaît du foyer conjugal, totalement. Alors évidemment, ce comportement est pour le moins surprenant pour une époque où un mari n'abandonne pas comme ça femme et enfant. Alors est-ce qu'on sait ce qu'il devient à partir de là, Antoine? Non, c'est une période qui est assez sombre, on ne sait pas très bien ce qu'il est devenu. Il a environ 21 ans, il disparaît pendant 6 ou 7 ans. Aucun biographe n'a été en mesure de dire ce qu'il était devenu. Une chose est sûre, celle-là, on le retrouve à Londres en 1592, alors qu'il a 28 ans. Sans femme, ni enfant. Il est acteur, auteur dramatique, et 2 ans plus tard, c'est un auteur connu, puisqu'on trouve son nom dans la colonne des dépenses des divertissements royaux. Seulement voilà, pour être comédien, la chose est un peu compliquée. Nous sommes sous le règne d'Élisabeth Ier, Londres est la capitale européenne du théâtre, et la vie des comédiens est strictement réglementée. Tout acteur n'appartenant pas à un noble du royaume est considéré comme vagabond et immédiatement emprisonné. Aïe, aïe, aïe. William doit donc se mettre sous la protection d'un grand seigneur. Et ce grand seigneur protecteur sera Henry Wriothesley, comte de Southampton, dont Shakespeare devient le secrétaire intime. Alors, Wriothesley est homosexuel, mais nous ne savons pas si leur relation a aussi été sexuelle. On peut évidemment le penser. Ce qui est sûr, c'est qu'à un moment où les théâtres ferment, parce que la peste fait des ravages, Shakespeare se tourne vers la poésie. Ses poèmes sont parfois très explicites sur la passion que suscitent en lui les jeunes hommes. Il les dédicace, ces poèmes, donc, à son protecteur, qu'il glorifie d'une façon très appuyée. Je cite « L'amour que je porte à votre seigneurie est sans fin, ce que j'ai fait est à vous, ce que j'ai fait faire est vôtre, vous êtes une partie de moi-même, votre ami dévoué, William. » En poésie, Shakespeare est surtout connu pour ses sonnets, qui feront tant de bruit par la suite, tous dédicacés à son protecteur. La plus grande partie est adressée ouvertement à des hommes, entreprise assez risquée à une époque où le crime de sodomie est puni de mort, même si Shakespeare n'est pas inquiété pour autant. Il est vrai que Jacques Ier, qui est monté sur le trône entre-temps, homosexuel notoire, a pour favori qui? Eh bien, le dit Wriothesley. Oui. Protecteur de William, bien sûr. Et ceci explique sans doute cela. Alors, on pourrait donc considérer que ces sonnets sont autant de preuves de l'intérêt de Shakespeare pour les garçons. Alors, quel a été leur destin, dis-nous? Si l'édition originale n'a pas été censurée, il n'en est pas de même pour les suivantes. En 1640, un certain John Benson, censeur puritain, voilà 24 ans que Shakespeare est mort, publie une édition des sonnets expurgée, si l'on peut dire. Les pronoms masculins sont remplacés par une orthographe féminine, pour faire croire que tous les poèmes s'adressent à une femme. Ben tiens, c'est seulement en 1780 que l'orthographe originale est restituée, et là, shocking, les Anglais sont scandalisés que leur poète national puisse être suspecté de sodomie. Alors, en France, au XIXe siècle, les éditeurs censurent encore l'homosexualité des sonnets. Il faut attendre François Victor Hugo, le dernier fils de son célèbre père, pour que les sonnets figurent dans la traduction des œuvres complètes de Shakespeare. Voilà, coup de chapeau donc à François Hugo, qui reconnaît que sur 150 sonnets, 25 sont adressés à une femme et tous les autres à un homme. Tiens, je vous cite, moi j'ai bien envie de vous citer quand même un extrait du sonnet 23. Alors, ce sonnet 23, que nous dit-il? Eh bien, je vous le lis.
Homme, tu fus d'abord créé pour être femme, puis, quand la nature t'eut fait, elle délira, et par une addition, me frustra de toi en t'ajoutant une chose dont je n'ai que faire. Puisqu'elle t'a donné un membre pour le plaisir des femmes, donne-leur la jouissance, garde-moi ton amour. Bon, voilà. On ne pouvait pas être plus clair. Actif avec les femmes, le dédicataire du poème, et passif avec le poète. Sacré William, il préfère le verso au recto. Ainsi fut Shakespeare, tel que peu le connaissent, un défi pour l'Angleterre puritaine à son époque, révélateur de l'hypocrisie et de la gêne dans laquelle il plaçait ses admirateurs. Merci, merci, grand. Bravo. Merci, bravo. C'est fini pour ce soir. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné. Et surtout, courez acheter plein de livres, de bouquins chez Violette & Co. qu'on aura régulièrement à mon micro. Oui, et participez au financement. Bien sûr. Lancez-vous. Surtout. Merci d'avoir été à l'écoute. À très vite. On vous embrasse, on vous aime et revenez très vite parmi nous. Merci à la réalisation également, Nathan et Amy. Ciao, ciao. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.